Hey, on parle à Julie. Comment ça va, Julie? Ici, Marc, là, qui... Ah, ok, c'est le fun. Salut tout le monde, nouvelle semaine de Red sur le Tape. Comment est-ce qu'ils vont, les petits Carl Dykhouse? All right. Bonne nouvelle d'entrée de jeu cette semaine. Spotify. Nous sommes maintenant disponibles sur Spotify de Red sur le Tape, après iTunes, Google Play, YouTube. Nous sommes maintenant sur Spotify. D'ailleurs, on a eu... par le temps que vous écoutez cet épisode-là, là, mais l'épisode de la semaine, l'épisode avec Jérémy et Jean-Michel, il y a eu un petit problème technique. Et juste vous rappeler qu'il y a eu un petit problème technique sur l'application iTunes. Je veux juste vous rappeler que les épisodes sont toujours sur YouTube. Donc, s'il y a quoi que ce soit avec soit Google Play ou iTunes ou Spotify, les épisodes sont sur YouTube. Et généralement, ça marche quand même assez bien. Donc, voilà, s'il y a des pépins dans le futur, vous saurez, n'est-ce pas? Allez hop. Donc, deuxième semaine aussi de suite où je retourne plonger dans la voûte des épisodes qui ont été enregistrés il y a quand même assez longtemps, mais qui étaient restés, dis-je, comme un professeur, excusez, les épisodes qui étaient restés sur l'étagère en fait, et pas parce qu'ils étaient pas bons, mais parce que le timing, le pacing des épisodes on a décidé ainsi. Et donc, c'est un épisode qui date du 15 octobre 2017. Ça fait plus qu'un an que j'ai enregistré cet épisode-là. Et c'est avec monsieur Richard Trottier, ancien arbitre de la Ligue nationale et maintenant directeur des arbitres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et il a eu toute une carrière d'arbitre quand même. Très bon ami aussi de Ron Fournier. Monsieur Trottier, il y a des bonnes anecdotes à ce sujet. Donc, ouais, c'est le fun de parler à quelqu'un qui a vécu l'arbitrage à l'intérieur, un monde qui me fascine. Donc voilà, je vous laisse avec notre invité de cette semaine, monsieur Richard Trottier. Drette sur le tape avec David Bocage. Ça roule avec Richard Trottier. C'est ça. Ça va bien, Richard? Ça va bien, toi? Merci de venir ici un dimanche pluvieux du mois d'octobre. Ça me fait plaisir, mais c'est une bonne journée de toute façon pour quelque chose comme ça. Oui, le matin, c'est tranquille à mon niveau. Donc. Toi qui est présentement directeur des officiels de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Exactement. Je suis en ma 8e saison avec la Ligue. Donc... T'as fait, même un matin, un dimanche, tu me disais que tu faisais du vidéo, là. J'étais en discussion avec notre préfet de discipline, le directeur de la sécurité des joueurs. Donc, le lendemain de match, on regarde des séquences vidéo de situations qui se sont passées la veille. Ouais. Lui, son rôle, c'est de me demander ma version sur les décisions prises par les officiels, puis la décision de sanctionner un joueur ou pas lui appartient. Absolument. Donc, tous les lendemains de match, des fois, c'est le soir même, parce que l'équipe joue le lendemain d'après-midi, il doit prendre une décision. Donc, on discute régulièrement. Ouais. Et toi, t'es directeur des arbitres de la Ligue de hockey junior majeur, mais t'as plusieurs carrières derrière toi, en fait. À commencer par arbitre dans la Ligue nationale. T'as arbitré combien de parties dans la Ligue nationale? J'ai fait un peu plus que 500 matchs, okay. Mais j'ai tout d'abord commencé comme tous les officiels au hockey mineur. Comme officiel de hockey mineur? Officiel de hockey mineur. Ouais. J'ai commencé à 14 ans. Okay. Donc, on commence dans les petites catégories, atomes, puis oui, puis on accède à des niveaux supérieurs lorsque ça va bien. Puis, à un moment donné, dans ma carrière, à 17-18 ans, j'ai accédé à l'ancienne Ligue métropolitaine, qui est l'équivalent du Junior 3A aujourd'hui. Okay. Pour m'emmener par la suite à la Ligue de hockey Midget 3A, au hockey universitaire et la Ligue de hockey junior majeur du Québec. J'ai arbitré à ce niveau-là à titre de juge de ligne et comme arbitre. Et c'est à l'âge de 28 ans là, que la Ligue nationale m'a offert, dans un premier temps, un poste de ce qu'on appelle un stagiaire dans la Ligue américaine. Okay. Et puis, l'année après, j'ai signé un contrat avec la Ligue nationale. Okay. Bon, on fait quand même nos débuts dans la Ligue américaine. Oui, absolument. Comme un joueur, dans le fond. Oui, c'est ça. Comme juste pour revenir un peu avant, toi, je t'ai déjà dit que tous les arbitres qui sont présentement le sont parce qu'ils n'étaient pas assez bons pour être joueurs. Oui, c'est toujours la phrase commune de l'entendre d'un officiel. Pourquoi tu t'es dirigé dans l'arbitrage au lieu d'être un joueur de hockey, mais c'est parce que t'étais pas assez bon pour être un joueur de hockey. Est-ce que c'est tout le temps ça? C'est souvent? Oui. C'est, à un
moment donné, parce que je pense pas qu'un joueur qui est sur le point d'accéder au niveau de la Ligue nationale va décider que tiens, je vais aller arbitre. Mais une fois que leur carrière, ce qu'on appelle minor pro, là, qui ont joué dans certaines ligues, East Coast, Ligue américaine, même junior majeur, j'ai des officiels dans notre groupe qui ont joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et puis sont devenus officiels par la suite. Donc c'est soit tu deviens entraîneur ou tu deviens arbitre au juge de ligne. Puis c'est sûr que le fait d'être sur la glace, c'est un endroit privilégié pour regarder un match de hockey, pas juste pour le regarder parce qu'on a un travail à faire. Mais t'es dans le feu de l'action. Vous-même, est-ce que vous avez joué junior majeur? J'ai été dans un camp d'entraînement seulement à l'époque du National de Laval. Et puis c'était les mêmes années que Mike Bossy puis Robert Sauvé. OK. Fait que ça vous donne mon âge un peu. Ouais, c'est ça. Vous avez 36, 37. C'est ça, exactement. Donc, vous avez vraiment, parce qu'il y en a est-ce qu'il y en a que c'est vraiment leur, parce que là, tu dis, c'est des joueurs souvent qui étaient pas assez bons. Mais est-ce que c'est pas, quand on dit ça de même, il y a pas un danger d'avoir juste des gens amers? Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, qui sont comme, ouais, ben là, c'est probablement ça que je voulais faire dans Non. Non, absolument pas. De toute façon, si on est objectif moindrement, on sait qu'on n'avait pas une carrière de professionnel en avant de nous. C'est ça. Puis, comme je te dis, il y a être entraîneur à ce niveau-là ou être un officiel au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, par exemple. Écoutez, c'est le plus haut niveau de hockey junior au Canada, donc on est quand même privilégié là, de pouvoir travailler à ce niveau-là. Non, il n'y a pas personne d'amer de ne pas avoir réussi une carrière de joueur. Okay. Et puis, mais il faut être passionné, par exemple, parce que c'est très demandant d'arbitrer à ce niveau-là. Surtout aujourd'hui avec les distances à parcourir. Donc, dans le junior majeur, ça va loin, là, dans les maritimes. Puis... Oui, ça va loin. Puis, faut savoir que les entraîneurs, les entraîneurs adjoints, ce sont des intervenants à temps plein. Ce qui n'est pas le cas des officiels. Moi, tous mes officiels ont un travail ou vont à l'université. Donc tu peux pas gagner ta vie en étant seulement... Non, tu peux pas gagner ta vie juste en étant un arbitre au niveau de la Ligue junior majeure du Québec. Donc, ça demande beaucoup de disponibilité. En semaine, si j'ai des officiels de Montréal qui partent ou de Gatineau qui partent pour Bécomo ou pour Rimouski. Est-ce que les officiels qui font ce travail-là ont pour objectif d'arbitrer dans la Ligue nationale ou pas nécessairement? Certains. On en a 4 de notre groupe qui présentement travaillent pour la Ligue américaine aussi, qui sont suivis par la Ligue nationale. Okay. Donc, ils travaillent à notre niveau. Ils travaillent aussi au niveau de la Ligue américaine ou la Ligue East Coast League, qu'on appelle. Ouais. Et puis, ils sont suivis par la Ligue nationale. Donc, c'est dans les prochaines années qu'on va le savoir. Mm-hmm. Mais oui, c'est des jeunes. Ça, c'est des jeunes officiels qui ont entre 22 et 24, 25 ans. Donc, à cet âge-là, il y a du potentiel. Mais plus vieux que ça, tu te dis, finalement. Ben, c'est ça. Mais une fois, on en a des plus vieux dans notre ligue, des plus, on va dire, plus expérimentés. Mm-hmm. Que j'en ai que ça fait 25 ans qui sont au niveau de la Ligue. Ils ont été à un moment donné sur le radar de la Ligue nationale. Ouais. Ça n'a pas fonctionné, mais ça les empêche pas de continuer à être passionnés puis arbitrer là, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a un âge limite pour être arbitre dans la Ligue nationale? Tu dis, ouais, là, généralement, maintenant, je vous dirais, dans les dernières années, des officiels qui ont gradué, ça tourne les alentours de 28, 29, 30 ans. Donc, souvent, tu commences à 15, 16 ans. Puis à peu près dans mi-vingtaine, là, c'est à ce moment-là que ça se passe, si tu te fais dépister. C'est ça. Il y a ça, mais il y a aussi un facteur qui est important. Puis moi, c'est un petit peu la chance que j'ai eue quand j'ai gradué au niveau de la Ligue nationale. Mm-hmm. C'est qu'il y a aussi, souvent on dit être à la bonne place au bon moment. Ouais. Alors, ça dépend des besoins de la Ligue. À ce moment-là. Parce que eux, ils marchent avec un certain nombre d'officiels. Un nombre maximum d'arbitres, un nombre maximum de juges de ligne. Et puis, s'il n'y a pas de besoin à ce niveau-là au cours des 2-3 années, puis ils ont la même équipe d'officiels, puis toi, tu es prêt à graduer, mais il n'y a pas de place. T'sais. Fait que moi, quand j'ai gradué, c'est la même année où il y a eu une expansion de 4 équipes dans la Ligue nationale. Okay. Donc, à ce moment-là, ils ont fait graduer des officiels de la Ligue américaine et ça leur prenait tout de suite des arbitres expérimentés pour remplacer ceux qui graduaient à la Ligue nationale au niveau de la Ligue américaine, ce qui était mon cas avec le background que j'avais. Et puis, donc, j'ai été chanceux aussi, là, je dirais, parce que, je veux dire, faut être honnête, là. Moi, à 28 ans, j'avais un très bon parcours dans le junior majeur et je pensais prendre ma retraite. T'sais.
Et puis, tout d'un coup, ça s'est arrivé, cette offre-là. Donc, ça m'a permis de continuer pendant 13 saisons au niveau professionnel. Ce qui était inespéré à ce moment-là. Ah non, mais ça a été très belles années, puis avec plein d'expérience, puis c'est ce qui aussi peut-être m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Là. Vraiment. C'est quoi un bon arbitre? C'est quoi qui fait... C'est plusieurs choses. Être un bon officiel, et puis évidemment, plus on veut monter dans des niveaux supérieurs, il y a des comme par exemple des qualités qui sont plus recherchées que d'autres. Tu sais. Alors, c'est sûr qu'au hockey mineur, dans les petites catégories, quand on parle de novice, à tombe puis oui, si votre coup de patin est déficient un peu, c'est pas grave. Mais si tu veux faire une carrière au niveau du junior majeur puis le professionnel, faut être un bon patineur. Ouais. Puis être agile et puis les habilités, être agile sur patin parce que ça se passe vite. Après ça, la condition physique, la même chose. Donc, au hockey mineur, si t'es plus ou moins en forme, dans les petites catégories, c'est pas grave. Mais maintenant, les Ligues nationales sont très, très exigeantes sur la condition physique de ces officiels. Et puis, parce que contrairement, puis en toute objectivité, si je vais voir 1 ou 2 matchs au Centre Bell là, cette année, là, au maximum, le jeu est beaucoup plus vite qu'il était à notre époque. Là, tu sais. Donc, ça se passe. Ça, c'est les qualités physiques, mettons. Maintenant, j'arrivais à ça. Okay. Maintenant, une fois que ça, c'est des atouts importants là, pour un officiel à avoir. Maintenant, après ça, nous, on appelle ça le game knowledge, la connaissance du jeu. Est-ce qu'il sait qu'est-ce qui se passe sur la glace? Il est en mesure de prévoir presque un jeu à l'avance, qu'est-ce qui va se passer, ou prévoir la réaction d'un joueur, d'un entraîneur. Donc, ça, c'est une qualité importante. Puis, plus tu as joué à un haut niveau, plus tu possèdes cet aspect-là généralement. Donc, et puis après ça, il y a la réaction à la pression. Quand tu es devant une foule de 22 000 personnes, puis que c'est un match qui est important, puis qu'il y a des décisions à prendre là, dans les dernières minutes, est-ce que l'officiel réagit correctement à cette pression-là? Est-ce qu'il prend la décision qu'il est supposé de prendre et la bonne décision qu'il est supposé de prendre? La façon qu'il communique avec les joueurs et les entraîneurs. Donc, sa relation avec... Est-ce que les situations tendues, il réussit à les rendre moins tendues, ou une fois qu'il a fini de parler à un joueur et un entraîneur, c'est pire que c'était avant qu'il arrive puis qu'il intervienne. Donc, les relations, communication, c'est important. Connaissance des règles de jeu. La façon qu'il se présente sur la glace. Ce que sa présence, là, on veut pas que l'arbitre ou le jeu de ligne soit le centre d'attraction, si on veut, d'un match. Mais en même temps, on veut qu'il démontre qu'il y a une présence puis qu'il y a le contrôle du match. C'est ce qui se passe, puis il intervient quand c'est le temps. Puis quand c'est le temps de passer inaperçu, il passe inaperçu. Donc, c'est plusieurs qualités, là, plusieurs choses qu'on recherche quand on veut graduer à un haut niveau. Absolument. C'est sûr qu'au hockey mineur, c'est différent. Ouais. Je vais voir plusieurs matchs aussi au hockey mineur, puis je regarde des fois les spectateurs qui sont dans la majorité des parents. Je trouve des fois qu'ils sont pas assez patients avec, c'est du hockey mineur, puis ce sont des officiels de hockey mineur qui sont sur la glace. Les jeunes apprennent, mais les arbitres aussi apprennent. Exactement. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens des arénas, dans le hockey mineur, les parents puis les gens des estrades qui crient après les arbitres? La première chose, c'est de penser que peut-être ça pourrait être leur garçon ou leur fille qui est sur la glace à arbitrer un match. Et puis, comment est-ce qu'ils se sentiraient de voir d'autres parents crier après leurs enfants, qui sont là pour faire une activité, qui sont là pour permettre à des jeunes joueurs, à tombe puis oui, novices, de pouvoir jouer un match de hockey. Parce qu'on dit souvent, pas d'arbitre, pas de match dans du hockey de compétition. Même si on parle de simple lettre, il y a une petite compétition, ça prend des officiels sur la glace. Et puis, les officiels qui sont là, mais c'est des officiels d'expérience pour ce genre de catégorie-là. Il n'y a pas une Ligue nationale qui va l'arbitrer à tombe un Pee-Wee ou sur la Ligue junior majeure du Québec ou du Midget 3. Ils sont déjà très occupés à arbitrer à leur niveau. C'est un petit peu le malheur, si on veut, du hockey mineur. Malheur, une façon de parler, tant mieux pour les officiels. Quand ils deviennent bons dans un certain niveau, ils graduent
Fait que ceux qui l'avaient, ils le perdent. C'est un nouveau qui arrive, qui apprend encore. Puis ça, les gens, des fois, ils réalisent pas. Puis ils donnent pas le temps à ces jeunes-là. Puis en même temps, c'est une belle expérience pour les jeunes de 14, 15, 16 ans, 17 ans, parce que ça les habitue, si on veut, ça leur donne le sens des responsabilités. Parce qu'on laisse entre les mains de jeunes de 15, 16 ans de gérer un match de hockey et puis d'être responsable de ce match-là, de 15 joueurs chaque côté, avec des entraîneurs qui sont adultes. Et puis, votre responsabilité, c'est que le match se déroule bien et surtout, priorité, la sécurité des joueurs. Donc, vous avez à appliquer les règles de jeu en fonction. C'est sûr, dans des petites catégories, on parle pas de hockey robuste, là, puis avec du contact physique. Mais pour des jeunes de 15, 16, 17 ans, là, c'est une bonne façon d'apprendre à avoir le sens de responsabilité. Est-ce que vous avez des enfants qui ont arbitré? Non. OK. J'en ai 85 enfants présentement. C'est mon équipe d'arbitre. Ah, c'est ça, la Ligue que je gérer. Là. Comment ça se fait que, tu sais, ils disent tout le temps qu'il y a moins de Québécois qui jouent dans la Ligue nationale, il y a moins de joueurs. Mais au niveau des arbitres, c'est l'inverse. Il y a plusieurs officiels du Québec, mais je pourrais pas te dire honnêtement. Il y a visiblement quelque chose avec l'arbitrage puis le Québec. Je quand même faut souligner l'excellent travail que Hockey Québec fait. À ce niveau-là. À ce niveau-là, oui. Ils sont très bien structurés. Et puis, l'encadrement des officiels, c'est numéro 1. Je vous dirais, c'est, à mon sens, la meilleure au Canada, dans les programmes de Hockey Canada, au niveau de, premièrement, d'identifier la relève, et puis de l'encadrer, puis de le suivi jusqu'à ce qu'ils arrivent dans notre ligue. On dirait qu'ils sont meilleurs avec les arbitres qu'avec les joueurs. Hein? Non, faut pas. En termes de statistiquement parlant. Bon, c'est ça. Si on parle peut-être de chiffres, là, mais tu sais, il y a peut-être bien d'autres choses qui rentrent en ligne de compte qu'on n'est pas au courant. Mais je connais aussi des programmes de Hockey Québec, puis au niveau du développement du joueur, puis c'est bien fait aussi. Mais maintenant, est-ce que c'est à cause du nombre de joueurs disponibles versus le nombre de joueurs qui sont... Je pourrais pas le dire. Ça, c'est pas mon domaine. Mais au niveau de l'arbitrage, oui, on a plusieurs arbitres du Québec. Si je parle au niveau de la Ligue junior du Québec, on en a plusieurs aussi qui proviennent des Maritimes, qui sont au sein de la Ligue nationale. Donc... Comme j'ai entendu dire dans une entrevue, je pense qu'il date de l'an passé, que l'année d'avant, dans les séries éliminatoires, les séries ont commencé avec 50% des arbitres étant québécois. Exact. Qui ont travaillé au niveau, pas juste québécois, mais qui ont travaillé au niveau de la Ligue d'hockey junior du Québec. C'est qu'on a des officiels des Maritimes aussi qui sont là. Ça, c'est quand même un taux assez impressionnant. Oh, oui, absolument. Puis en plus, sachant que les arbitres qui se rendent en série, c'est comme les joueurs, c'est vraiment les meilleurs qui ont été sélectionnés. C'est la partie importante, c'est la même chose pour nous au niveau de la Ligue junior du Québec. Les séries éliminatoires, c'est une autre saison, puis on se doit d'avoir les meilleurs éléments en place parce que c'est important pour les équipes, c'est important pour tout le monde. Puis moi, mon travail, c'est de m'assurer que j'ai les bons arbitres aux bons endroits au bon moment pour que le match qui va se jouer là, soit arbitré là, en fonction de ce que la Ligue recherche. Et puis, à ce moment-là, ça nous prend les meilleurs officiels à ce moment-là. Absolument. Je vais revenir à toi, à ta carrière. Quand t'es monté dans la Ligue américaine du junior majeur, est-ce que c'était en quelle année, ça? 87, 88. Dans la Ligue américaine, 89, ouais. On dit souvent que le hockey est violent aujourd'hui, mais dans les années où tu arbitré, c'était vraiment un jeu différent. Là, c'est même pas comparable. C'était beaucoup plus violent à l'époque. Hein. C'était beaucoup plus... c'était plus physique. Les années 70 aussi. Hein. Mais c'était plus violent. C'était plus physique. Et puis, il y a des gestes à l'époque qui sont encore aujourd'hui, mais qui étaient acceptés à l'époque. Comme les mises en échec à la tête. Donc, aujourd'hui, là, ça, c'est banni dans le hockey à tous les niveaux. Puis c'est bien correct comme ça, parce qu'on en sait un petit peu plus sur les commotions cérébrales. Mais il reste que, moi, dans mon temps, j'ai fait des matchs où Eric Lindros s'est fait frapper par Scott Stevens. T'étais arbitre à ce moment-là. C'est ça. Dans la Ligue nationale. Oui. Puis ça a de l'as une fois, c'est arrivé. Puis, mais la réaction des joueurs, et puis même des officiels, parce que c'était la mentalité de l'époque, c'était, la prochaine fois, il va se lever la tête. Ouais. Mais on n'entend plus ça aujourd'hui.
Maintenant, la responsabilité est au joueur qui va frapper la tête de son adversaire quand il est en position vulnérable. Tu sais. Donc, est-ce que tu te dis avec du recul, mon Dieu, mais on était arriérés, dans le sens que, tu sais, on pas arriérés, mais tu sais, dans le sens que tu fais, aujourd'hui, tu vois tous les hits de Scott Stevens, tu te dis, mais il est fou, ce gars-là, tu sais. C'est ça, exactement. Mais à l'époque, ça va, hey, fait fort! Je veux pas dire que lui, il était fou, c'est que c'était accepté. C'était tu sais, c'est comme, on peut-tu dire comme, aujourd'hui, c'était accepté de fumer dans le temps de fumer dans un restaurant, puis aujourd'hui, ça l'est pas. À une certaine époque, prendre une bière en roulant, c'était accepté, puis aujourd'hui, ça passe pas. Donc, c'est les mentalités qui changent. C'est ça, puis c'est les mentalités changent aussi. Puis surtout, même je vous dirais, les comportements des spectateurs dans les arénas. Moi, là, je suis parti faire une liste d'épiceries, là, de choses que j'ai reçues sur la tête en arbitrant dans le junior majeur. Tu sais. Mais aujourd'hui, on veut plus ça. Là, comme quoi? De la poutine, un sac de poubelle, de la bière, des œufs. Comment tu réagissais à ça? On était fous un peu, on riait de ça, nous autres. Faut avoir un peu, faut que tu aies au moins un sens animaux, une carapace, sinon tu vas... si on se développe une carapace, sinon, ça c'est sûr. Tu vas crouler. Non, ça, tous les officiels, au fil des ans, développent une carapace. C'est ça qui est bon pour les plus jeunes aussi, c'est que ils sont mis devant des situations où ils ont à contrôler leurs émotions, si on veut, tu sais. Et puis, moi, je trouve que c'est bien ça, tu sais. Puis, c'est ça. Alors, comme je disais, si on parle de dos-geste qui était permis à l'époque, c'est, par exemple, les mises en échec dans le dos. À l'époque, là, le joueur qui se retournait à la dernière minute et puis qui se faisait frapper solidement dans la bande, c'était pas puni. T'sais. Maintenant, ça l'est. La responsabilité est au joueur qui s'en va frapper l'adversaire. T'as pas le droit de frapper dans le dos. Donc, quand on parle de moins violent aujourd'hui, comparativement à l'époque, c'est juste que c'était accepté avant. Parce qu'on connaissait pas tous les dangers qu'il y a aujourd'hui. Puis maintenant, ce n'est plus accepté, ce genre de situation-là. Quelque chose qui avait aussi, c'était ce qu'on appelait des bench clearing brawls. Ah ouais, ben ça, j'en ai sûrement eu un par mois quand j'étais même juge de ligne, là, les 20 joueurs de chaque côté. Mais aujourd'hui, puis... Qu'est-ce que tu fais quand ça arrive? Ben, tu les regardes. Moi, j'étais sur le bord de la patinoire. Tu manges la poutine qu'ils t'ont envoyée. Pour les plus vieux là, qui vont écouter, si vous vous souvenez, le championnat mondial junior qu'il y a eu en Tchécoslovaquie lorsque la Russie s'est battue. Ben moi, j'étais à la première rangée sur le bord de la bande. Parce que j'étais à ce tournoi-là comme officiel. Mais tu t'arbitrais pas cette Tu peux pas arbitrer le Canada quand Canadien, tu peux pas arbitrer ton pays dans ces genres d'événements-là. Et puis, mais tout le monde savait, le matin du match, qu'il était pour se passer quelque chose. Comment ça? C'était comme ça plus à l'époque. C'était pas ce qu'on retrouve aujourd'hui, plein de joueurs européens qui jouent en Amérique du Nord. C'était vraiment le Canada contre la Russie. Il y avait une tension. Oui, il y avait une tension. Et puis moi, j'étais sur le bord de la bande et j'en ai vu des bench clearing, comme tu dis, là, des bancs se vider où ce que tous les joueurs se battent. À l'époque, ce que j'étais juge de ligne, entre autres. Mais je n'avais jamais vu une violente comme ça. Ça, c'était vraiment violent. Là. C'était même... C'est le Canada-Russie? Oui, c'était vraiment même épeurant de voir... J'ai été surpris qu'il n'y ait pas eu plus de blessés que ça, parce que on pouvait retrouver 3 joueurs sur un joueur à le frapper, puis d'un bord comme de l'autre bord. Tu te souviens-tu des séquences particulières? Pas non, ça fait tellement longtemps. Je te parle de ça fait en 85 là, de mémoire. Là. Mais il y avait des joueurs là-dedans que tu allais arbitrer plus tard dans des Shanahan. Oui, j'ai des gars que j'ai arbitré dans le junior cette année-là, parce que j'ai arbitré dans le junior majeur, puis c'est des joueurs juniors que j'ai revus dans la Ligue nationale par la suite. Oui. C'est pas cette bataille-là qui savaient tellement plus quoi faire qu'ils ont éteint les lumières? Exact. Ils ont fermé les lumières. Dans comme si c'était une bonne idée. Ben, c'est ça. Mais eux parce qu'ils sont tellement... En Europe, ils sont pas habitués de voir ça. Là. Ils savent plus quoi faire. Ben, c'est ça. Puis les pauvres juges de ligne, c'était l'arbitre était norvégien. Mon Dieu. Et puis lui, s'il avait arbitré, je pense le plus haut dans son calibre, là, c'est junior A, qui est pas le junior majeur. Donc, c'est vraiment pas d'expérience à ce niveau-là. Puis les 2 juges de ligne, de mémoire, c'était des Finlandais. Puis c'était des 2 juges de ligne petits de taille,
pas fort physiquement, et puis qui essaient d'aller éteindre. Puis je peux pas les blâmer parce que tout le monde se battait. Alors, tout ce que tu peux faire, c'est d'aller en séparer deux, les emmener au banc, retourner d'en séparer deux autres, mais eux, ils allaient d'un feu, là, ils essaient d'éteindre un feu, puis là, ils voyaient qu'une autre place était plus grand, fait qu'ils laissaient ces joueurs-là, puis ils se dirigeaient vers un autre bagarre, puis puis là, ben, les dirigeants du tournoi ont décidé de fermer les lumières en pensant que c'était pour calmer se calmer, tu sais, puis ça s'est calmé avec le temps, parce qu'à un moment donné, ça peut pas durer 30 minutes non plus, 1 heure, là. C'est les joueurs qui, par eux-mêmes, là, qui s'arrêtent, c'est ça, exactement. Mais c'était quelque chose de spécial à voir, là. C'est quoi ta meilleure anecdote de Ligue américaine, tu sais, que tu viens avoir vu des affaires, tu te dis, moi, je peux pas croire que je vois ça aujourd'hui, tu sais. Je peux pas croire que c'est ma job. Ben, il n'y a pas vraiment rien de spécial, je te dirais. Il y avait des combats de bâton à l'époque, non? Non. Ça, on voit ça plus quand j'ai fait mes 2 tournois, j'étais en Finlande aussi, faire un championnat mondial junior. Étant donné que la règle de jeu, ils n'ont pas le droit de se battre là-bas, leur façon de se défendre, c'est plus utiliser les bâtons. Okay. Ça, j'en ai vu des coups de bâton avec les équipes européennes là à l'époque. Là, ça a changé, ça aussi. Là. C'était parce qu'ils n'ont pas le droit de se battre. C'est leur façon de répliquer. Dans la Ligue américaine, non, c'est pas... Mais c'était peut-être plus les années 70 aussi. Tu sais, tout est arrivé dans les années plus 80 déjà, je pense. Parce que John Cherry raconte souvent des anecdotes de gars qui se battent avec des bâtons. Là, tu sais, puis peut-être romancé. Peut-être, ouais. Peut-être trop de slap shot là-dedans. Ouais, c'est ça. Un peu. Il y avait beaucoup de vrai en slap shot aussi, là, ce qui était un peu, peut-être pour certaines ligues, là. Ouais, les ligues centrales, les compagnies. C'est ça. Peut-être pour certaines ligues, il y a beaucoup de minor pro league qu'on appelle aux États-Unis, plus qu'on pense. Ouais. Nous, on connaît plus la Ligue américaine, la East Coast League, mais il y a d'autres sortes de ligues aussi. Quel genre de hockey qui se joue, je sais pas. Mais je suis persuadé que c'est plus comme c'était à l'époque, là. Même la Ligue nord-américaine qui joue au Québec, ça a beaucoup changé. Ne serait-ce que depuis le début des années 2000. Là. Puis pas juste ça, c'est que les joueurs qui maintenant s'en vont jouer dans ces ligues-là proviennent, là, dans les dernières années, de joueurs qui proviennent de la Ligue junior du Québec ou plus haut, des fois, ou Ligue américaine ou East Coast, puis c'est pas la façon que ces joueurs-là jouent. Donc pourquoi qu'ils changeraient leur façon de jouer rendus dans la Ligue nord-américaine. Absolument. Donc c'est les mentalités qui ont changé au fil des ans, parce que la société elle a changé à ce niveau-là. Il y a bien des choses qui étaient acceptées à l'époque qui ne le sont plus aujourd'hui. Et puis, on est bien d'accord avec ça. Surtout que la priorité numéro 1, lorsque moi je parle de la Ligue junior du Québec, c'est la sécurité des joueurs. Nos règlements sont beaucoup plus sévères, par exemple, sur les bagarres à notre niveau que la Ligue de l'Ontario ou la Ligue de l'Ouest, par exemple. Et puis... sur l'application. Ben, les amendes ou les suspensions sont plus élevées. Est-ce qu'il y en a moins d'avoir dans le junior majeur? Ça diminue à chaque année. Ça diminue à chaque année parce que... Ça s'en va tranquillement. Ben oui, c'est parce que les joueurs qui graduent, c'est plus dans leur façon de penser ou de voir les choses ou de réagir. Donc, ça s'estompe tranquillement pas vite. Les gars qui jouent dans le junior majeur sont nés entre 2001 en ce moment. Ouais. Et, tu sais, donc, bon, fin des années 90, donc tranquillement, c'est plus, puis on peut évoluer là-dedans. On n'a plus le type de joueur que, à mon époque, quand j'étais juge de ligne, où et même à mes débuts comme arbitre, et puis au fil des ans, on n'a plus le joueur qui est identifié juste bagarreur. Ouais. Puis que possible. Nous, on le savait, là, on le savait que, là, l'équipe l'embarquait sur la glace, l'autre équipe répondait par son même type de joueur. Puis tout le monde le savait, là, c'était écrit dans le ciel, tu sais. Mais même ce genre de bagarre-là aujourd'hui qu'on appelle stage fight, lorsque c'est planifié, c'est pas fait sous le coup de l'émotion, les joueurs sont expulsés automatiquement du match. C'est toutes des petites règles comme ça qui sont mises de l'avant. Ça, c'est dans le junior, ça? Dans le junior. Comment vous faites pour savoir? Ça se voit tout de suite. On voit les joueurs qui s'invitent en embarquant. Tout de suite, après la mise au jeu, ils sont pas impliqués du tout dans le jeu. Ouais. Puis ils se battent, ils sont expulsés du match automatiquement. Donc, c'est très difficile de voir ça, d'abord, dans le junior majeur. De moins en moins, ça va être possible. Exactement. Ça va diminuer.
Votre premier match dans la Ligue nationale, ça remonte à quel... Ça devait être au New Jersey. J'avais plein d'amis qui planifiaient de venir, mais ils sont venus aussi. Sauf que j'ai été appelé à la dernière minute pour remplacer un arbitre à Hartford. Dans une autre game de la Ligue nationale. C'est ça. Fait que. T'as dit rester au New Jersey, mais moi, je serais pas là. non, mais je veux dire que, mettons, là, samedi prochain, je suis à New Jersey, puis je m'en vais mercredi à Hartford pour remplacer un arbitre qui est blessé. OK, donc dans le fond, t'as quand même arbitré au New Jersey, mais c'était ta deuxième. C'était mon deuxième match, mais mes amis sont descendus pareil. Et puis... Donc, Hartford, en quelle année? En 89, 90, là, je suis pas vraiment bon. J'étais à Los Angeles, Hartford. Oh, donc c'était Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, qui était au centre. Là, t'étais au centre de la patinoire. Puis nous, c'était à 3 dans ce temps-là. C'était pas 4 officiels. Donc c'était un arbitre, deux juges de ligne. Un arbitre, deux juges de ligne. Toi, t'étais? Moi, j'étais arbitre. Donc, parce que t'as fait les deux, mais là, t'étais... J'ai fait les deux au début. J'avais 17-18 ans quand j'étais juge de ligne dans le junior majeur, mais j'ai fait une transition vers l'âge de 23 ans comme arbitre. C'est-tu parce qu'arbitre, t'aimais plus ça, t'es plus impliqué au niveau décisionnel ou c'est... Oh oui, arbitre, c'est ceux qui vraiment contrôlent le match. C'est plus payant aussi, ça. Ça, c'est une chose, c'est sûr, mais les responsabilités sont pas les mêmes. Il y en a qui sont juges de ligne, ils veulent rester juges de ligne, ils sont excellents, des excellents juges de ligne. Ouais. Et puis aujourd'hui, le travail des juges de ligne, c'est pas comme à l'époque. Ils sont beaucoup plus impliqués dans les décisions parce que le jeu est tellement rapide. Ouais. Ils se font consulter par l'arbitre. Ils se font consulter. Leurs responsabilités sont accrues un peu. Ils peuvent appeler certaines punitions qui n'ont pas été vues par les officiels, qui sont pas des punitions mineures, par exemple, à part peut-être trop d'hommes sur la glace, la rondelle des estrades, des choses comme ça, mais ils peuvent appeler une punition majeure, ils peuvent appeler une double punition mineure. Mais non, si à un moment donné, on veut passer à d'autres choses, comme on se fait offrir, écoute, si ça va bien, juge de ligne, tu as de l'avoir un bon sens du jeu, tu connais, tes décisions sont bonnes, ça te tente-tu d'essayer comme arbitre? Ben oui. Là, tu fais un pas par en arrière, si t'es juge de ligne dans le junior majeur, mais tu commences à être arbitre dans le midget 3, par exemple. Puis là où ça va bien, puis tu continues à graduer, puis à un moment donné, tu arrives au niveau du junior majeur, fait que... c'est ça, puis mon premier match... Donc, bref, t'arrives à la mise au jeu. Gretzky d'un bord, Kevin Dunning de l'autre bord, tu sais, puis t'es impressionné. Alors, puis les deux... c'est ce que j'aime du côté professionnel, tu sais, les équipes le savent que c'est notre premier match. Ah ouais? À ce moment-là, ils sont un petit peu plus... Clément, ils collaborent un petit peu plus, ils comprennent, tu sais, puis ils sont contents de nous voir là, puis ils nous souhaitent bonne chance, petit coup sur les jambières, puis... Est-ce que t'as gardé la rondelle de ton premier match? Je suis pas un collectionneur de... Non, moi j'ai... À part quelques photos, j'ai jamais gardé ces choses-là, premier match, des choses comme j'ai un chandail dans un cadre. Tu sais. Moi, c'est plus mes souvenirs là, que j'ai dans la tête puis des photos que des items. C'est quoi ton souvenir de ton premier match? Qu'est-ce que tu te souviens de ça ou de l'émotion? Ben que j'ai rien vu pendant au moins tout le match. T'étais trop gris. Non, mais c'est tellement premièrement, c'est ton premier match, puis nous, c'est un système à 3. Tu sais, aujourd'hui, les systèmes à 4, ben, de toute façon, on n'a pas le choix parce que c'est trop vite. On pourrait plus voir ça. Tu peux pas tout voir. Non, c'est impossible. Même si on a des reprises vidéo pour les assister, le match est tellement rapide que c'est impossible d'avoir un système à 3. Même dans le junior majeur, même dans le midget 3, c'est trop vite. Est-ce que tu te souviens de ton premier appel, dans ton premier call dans ce match-là? Non. Donc, ça t'a pas... Non, puis comme je te dis, j'ai une belle carrière. Moi, je suis content de ma carrière, puis ça m'a donné certaines opportunités, ouvert des portes. Mais je suis pas le genre à... Si on me demande des dates, des choses spécifiques, c'est en arrière de moi. C'est quoi ton meilleur souvenir de ta carrière dans la Ligue nationale? Ben, premièrement, d'avoir eu la chance de travailler à ce niveau-là. Puis, tu sais, avant qu'on accède là, on veut, tu sais, on se pose sur des questions à comment ça marche. Puis, donc, avoir eu les deux pieds, tu sais, à l'intérieur de ce groupe d'officiels-là. Je me suis fait des amis, et puis ça m'a permis de voyager, surtout d'avoir du bon hockey de haut niveau, là, de côtoyer
les Mario Lemieux de l'époque, et puis les Patrick Roy, les Martin Brodeur, tous les bons joueurs de ces années-là, entre 90 et 2000. C'était comment arbitrer Mario Lemieux? Moi, je l'ai arbitré junior, donc je le connaissais déjà. Lui te connaissait aussi. Lui me connaissait. Comment les joueurs... Même que certains officiels, ils se demandaient comment ça fait que tu as une bonne relation avec lui, il crie jamais après toi, parce qu'il pouvait être des fois... mais tout le monde était après lui, là. Moi, c'est le meilleur joueur que j'ai vu, là. Quand quelqu'un me demande, à ton époque, qui est le meilleur joueur que tu as vu, moi, c'est Mario Lemieux. Ce joueur-là était incroyable. Je crois ça facilement. Ce joueur-là était incroyable sur la glace. Tout le monde pensait qu'il était lent parce que c'était un grand joueur, puis mais il avait des habiletés, là, c'était incroyable, le sens du jeu. Et puis, je pense qu'il est parti juste un petit peu trop vite, qu'il a quitté un peu trop vite. Mais Junior, il est encore plus dominant qu'il était dans la Ligue nationale. La Ligue nationale, il était très dominant aussi. Moi, c'est le meilleur joueur que j'ai vu jouer. Que tu as vu de ta vie. Ouais. C'est qui le meilleur arbitre que tu as vu de ta vie? Il y en a plusieurs. Les gens qui se disent, wow, ça, c'est des stars dans leur domaine. Les gens le voient pas, mais c'est un arbitre exceptionnel. Ben, moi, là, j'ai toujours bien aimé, Terry Gregson. C'est à ton époque ou c'est? Oui, c'est mon époque. Ça serait dur pour moi d'évaluer des officiels aujourd'hui parce qu'il faut que tu sois avec eux, sur une base régulière. Puis, qu'est-ce qui t'impressionnait de ce moi, c'était la relation qu'il y avait avec les joueurs puis les entraîneurs, sa façon de communiquer. Et puis, c'était vraiment un arbitre. Nous, ce qu'on appelle, là, on appelle ça, c'est un arbitre qu'on voit pas. À la fin du match, là, c'est qui l'arbitre à soir? On l'a pas vu. Ça veut dire qu'il a bien fait sa job. Il a bien fait son travail, Puis, il a eu à prendre des décisions. Il a eu à intervenir quand il avait à intervenir. Ouais. Mais pour moi, c'était un bon officiel pour ça. J'aimais la façon on appelle ça un arbitre, c'est ça le terme que je cherchais, un arbitre effacé. Effacé. Pour toi, un arbitre qu'on voit pas pendant le match, ça veut dire qu'il a bien fait. Exactement. Il a juste appelé les trucs. Mais ça veut pas dire qu'il n'a pas à prendre des grosses décisions. Là, il prend des grosses décisions quand c'est le temps de les prendre. Et puis après ça, là, les joueurs ils ont compris le message, ils veulent jouer au hockey, on le voit plus. Quand c'est temps d'intervenir, il intervient. On en a d'autres qu'on va appeler des démonstratifs. Ouais. Est-ce que Carey Fraser... Dans le gestuel. c'en était un. Est-ce que Carey Fraser rentrait là-dedans? Oui, c'en était un, Carey. Showbiz. Mais sais-tu quoi? C'est que ça, c'est une bonne question que tu poses, puis c'est intéressant ce qu'on soulève là, c'est que les gens oublient que les officiels ont des personnalités. C'est comme toi, comme moi, comme les entraîneurs derrière le banc, comme les 20 joueurs sur le banc. Donc, c'est pas des robots. Ils ont chacun leur personnalité. C'est Terry Gregson et puis, je prends ces officiels-là, entre autres, là. Et puis, Carey Fraser, c'était à l'opposé au niveau de leur personnalité. Donc, Carey Fraser, c'est plus un démonstratif. Et puis, Terry Gregson, c'est plus un officiel effacé. Sauf que les deux, ce sont d'excellents officiels, puisque les deux ont travaillé pendant plusieurs saisons lors de la finale de la Coupe Stanley. Ça veut dire que tu peux avoir une différente personnalité au niveau des officiels, mais tu fais le travail puis tu te rends jusqu'au bout. Carey Fraser était connu pour sa coupe de cheveux fixée dans le temps. Il patinait, ça bougeait pas. Puis il y avait une personnalité assez flamboyante pour un arbitre, desquels on s'attend à une espèce de neutralité, justement, comme tu dis. Puis c'est à l'époque aussi, à l'époque de laquelle tu fais partie, où les arbitres avaient leur nom dans le dos. Ouais. Qui déjà envoie un message différent, tu sais, quand l'arbitre a comme un joueur son nom ou qu'il fait pas partie d'une entité. Ben, je l'ai eu, moi aussi, à l'époque. On avait notre nom dans le dos, puis après ça a été changé pour un numéro. Ça, c'était à l'avenue de Gary Bettman qui a décidé c'est lui qui a décidé ça. Ouais. C'était-tu pour neutraliser? Mais au tout début, c'était... Moi, l'histoire me suis fait raconter, puis je te raconte ça, puis... Par tes supérieurs, des anciens collègues, là, des anciens collègues plus vieux que moi, où on posait la question, puis ça serait plus à vérifier, mais à une certaine époque, c'était les numéros. Et puis, il y avait le numéro 1. Il y avait un officiel qui avait le numéro 1. Lui, quand il a pris sa retraite, il y a eu une chicane entre des arbitres pour savoir qui va avoir le numéro 1. Puis là, ils ont décidé, OK, puis le numéro, on va mettre les noms dans le dos. OK. Et puis, par la suite, là, quand M. Bettman est arrivé, il a décidé, les étoiles sur la glace, ce sont les joueurs, ce sont pas les officiels.
Donc, on a mis les numéros à nouveau. C'est ce que nous, on nous a raconté. Puis maintenant, c'est les numéros encore aussi. C'est les numéros, oui. Il y avait aussi, dans cette époque d'arbitre flamboyant, un certain Ron Fournier. Mais j'ai pas arbitré avec Ron. T'as pas arbitré avec Ron? Moi, quand je suis arrivé, j'ai arbitré avec Ron dans la série Montréal-Québec. Ben, tu t'arbitrais là-dedans? J'ai arbitré la série Montréal-Québec. Wow, ok, ça c'est drôle. Ouais. Pour l'émission de télé. C'est ça. Et comment tu t'es fait approcher pour... Ron, c'est lui qui c'est lui qui m'a appelé parce que après le premier match, je pense qu'il s'est aperçu que c'était un petit peu vite juste pour un arbitre. Surtout quand t'as pas arbitré depuis... Exactement. 30 ans et ou puis, 20 ans. Puis c'est très comprenable aussi, là. Ouais. Puis lui, il avait le micro sur lui en plus, donc c'était quand même une série spectacle, on va se le dire, là, tu sais. Est-ce que tu as aimé ça? Oui, j'ai bien aimé ça. Ça m'a permis de voir en arrière des coulisses comment ça se passe. Très grosse organisation. C'était vraiment professionnel, là. Et puis, mais ce que les gens pensent, je pense pas qu'ils ont pu réaliser comme nous autres, on le voyait, c'est que c'était pas, comme on dit, là, excusez l'expression, c'était pas du fake, ça, à glace, là. OK. Ça jouait pour gagner. Ouais. C'était vraiment la rivalité Montréal-Québec. Il faut juste se souvenir que ces joueurs-là pratiquaient au courant de la semaine, puis qu'ils étaient lâchés comme des lions en cage les week-ends pour jouer leur match. C'était du sérieux, là. Ouais. C'était assez du sérieux pour avoir des fois des engueulades avec les entraîneurs. Puis les joueurs entre eux. Puis donc... mais c'était bien. Moi, j'ai adoré ça. Puis là, j'ai travaillé avec Ron, mais c'était dans un autre contexte, là, de plus de télévision, télé spectacle, c'est ça. Mais il fallait quand même qu'on arbitre les matchs parce que sinon, on aurait pu perdre le contrôle là, à cause de l'émotion qui était tellement là, intense sur la patinoire. Puis tout le monde voulait gagner. Là. Ron avait dit qu'il était parti se remettre en shape. Ouais, ben il m'avait dit ça aussi. Il avait été arbitré quelques ligues de garage, comme on dit, des ligues de bière. Tu sais, pour se remettre patiner. Puis, tu sais, on dit quand même, on dit toujours que, tu sais, arbitre un jour, arbitre toujours. Là. Ouais. Donc, ça y enlevait pas sa façon de voir le match, puis de l'analyser, puis de prendre des décisions. Sauf que quand t'as pas arbitré, t'as pas patiné pendant un certain nombre d'années, puis tu rembarques sur la glace, puis dans un système à 3, c'est impossible. Là. Fait que c'est pour ça qu'après le premier match, il m'a demandé voir si je voulais aller avec lui. Puis j'ai dit pourquoi pas. Moi, de toute façon, je travaillais pour Hockey Québec à cette époque-là. Puis je voulais aller voir comment ça se passait. Puis comment est-ce que c'est organisé. Mais ça m'a permis de voir que c'était une grosse machine. Là, ouais. Absolument. T'as dit une phrase vraiment drôle à propos de Ron. T'as dit Ron et moi, on est très similaires. La seule différence, c'est que moi, mes histoires sont vraies. Je t'ai entendu ça. T'as dit ça au franc-tireur. Exactement. Il y a un an, à peu près, dans la dernière année de notre vie. Puis c'est parce que je voulais tirer une petite une farce à mon ami Ron, parce que hors d'onde, après ça, à l'émission, justement, Benoît Dutrisac, il me dit tu sais que Ron va t'appeler là à cause de ça. Puis j'ai dit c'est assuré qu'il va m'appeler. Puis effectivement, il m'a appelé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Puis il dit ouais, j'ai entendu parler que t'as parlé de moi. Puis là, j'ai raconté des histoires, puis il est parti à rire. Tu sais, j'ai dit, je voulais juste te lancer une flèche. Je fais souvent cette farce-là avec des amis juste pour. C'est une farce là. Il y a plusieurs anecdotes à raconter parce que dans les ligues que lui arbitrait à l'époque, c'était, je dirais, pire que qu'est-ce que moi j'ai vécu là. Est-ce que c'est parce que c'était un référent au fait que ces histoires sont romancées ou c'est Ben, c'est un bon raconteur, hein. Ron, moi, j'ai été instructeur à son école d'arbitre pendant 15 ans. Qui existe encore, d'ailleurs. Non. Elle n'existe plus son école? Non. Ça fait plusieurs années que c'est... OK, parce que pendant longtemps, ça a été comme le passage... Oui, c'est ça. Il y a plusieurs arbitres, là, qui sont au niveau de la Ligue nationale, qui ont été à son école. Okay. Et puis, c'est une façon de se perfectionner, si on veut, là. Mais il reste que... Non, ben moi, j'ai participé à des émissions avec Ron, à son émission Bonsoir les sportifs. Ouais. Et puis, c'est toi une personne agréable à raconter. Là. Tu devrais l'avoir à ton émission. C'est sûr, on a déjà entré en contact avec lui. Là, c'est sa femme, je pense, qui s'occupe de lui. Okay. Mais c'est ça, Ron, il est parti tout l'été, en fait. Il s'en va en Floride, ou en tout cas. Fait que, et puis pendant l'année, il était assez occupé. Fait que, mais non, il va venir. Non, c'est tôt ou tard. C'est une personne que ça te prend pour... Parce que tout le monde connaît Ron, mais moi, je veux parler à Ronald. Ouais. Parler à Ronald. Mais ouais, non, absolument. C'est un chic type, puis tout le monde le connaît, tout le monde est ami avec lui, puis chaque fois qu'on a la chance de le côtoyer puis d'échanger, c'est tout le temps un bon moment parce que moi, j'y connais pas d'ennemis.
sais. Je sais pas qu'on parle de Ron, là, mais je connais pas d'ennemi, puis c'est une personne agréable à côtoyer, puis il est toujours de bonne humeur, puis moi, je sais bien quand j'arbitrais, il m'appelait à l'époque pour m'encourager, puis tu sais, lâche pas. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas. Y a-tu des gars quand t'es arrivé dans la nationale, des gars que tu disais quand il était dans le match, tu disais oups, lui, il faut que je le check. Les joueurs? Ouais. Ben, c'est à chaque match. Là. À chaque match, il y en avait. Y a-tu des gars que c'était pas tes cauchemars, mais tu disais, maman, à soir? Non, c'est pas que... Si un arbitre n'est pas au courant de l'alignement des deux équipes, il fait pas son travail. Mm-hmm. Puis on parle pas juste de joueurs, mettons, qui a problème, là. Mais c'est qui les étoiles, les meilleurs marqueurs de chaque équipe. Parce que c'est sûr que l'autre équipe, ils vont les avoir plus à l'œil, tu sais. Oui. Donc, ces joueurs-là, il faut qu'ils aient la chance quand même de s'exprimer sur la glace et puis de pas se faire ralentir, de se faire retenir, des choses comme ça. Enfin, faut savoir c'est qui les joueurs clés. Faut savoir c'est qui les joueurs qui... On va prendre comme, par exemple, le Canadien présentement, Galchenyuk. Ouais. Pas Galchenyuk... Pacioretty. Non. L'autre, celui que les gens aiment appeler la petite peste, là. Gallagher. Donc, c'est sûr que tous les arbitres savent que c'est un joueur qui aime se rendre au filet puis bousculer un peu le gardien. Ouais. C'est les officiels, c'est impossible qu'ils ne savent pas ça. Non. Mais en le sachant, ils vont plus observer. Ouais. Ça veut pas dire que juste parce qu'il y a de chaud au gardien qu'ils vont lui donner une punition. S'il en mérite pas, il en mérite pas. Mais s'il en mérite, ils vont la décerner. Mais en sachant qu'il est sur la glace, c'est peut-être un aspect qu'on va regarder. Attentif. Après les sifflets, on sait qu'il y en a qui vont plus bousculer que d'autres après les sifflets parce qu'ils essaient d'intimider le joueur adverse ou de le provoquer. Fait que les juges de ligne, les joueurs de centre, on sait que lui, il a tendance à tricher, à bouger. Fait que si les officiels ne savent pas ça avant un match, et puis la rivalité entre deux équipes, qu'est-ce qui s'est passé le match d'avant? Et puis c'est tous des petits éléments que les officiels discutent avant un match, qui ont l'historique. Et puis, ça fait partie de leur travail d'être informés de ça, parce que ça leur donne des informations pour bien réagir sur la glace. Donc, c'est ce qu'on appelle ça préparation d'avant-match. Ils discutent, OK, est-ce que tu as eu ces équipes-là dernièrement? Oui, la semaine passée, puis il est arrivé telle chose, puis OK, puis la dernière fois des deux équipes, il est arrivé telle chose, puis un joueur qui était suspendu qui revient au jeu. Moi, je me souviens, par exemple, mon premier match, un des matchs que en carrière je faisais à Montréal, c'est Minnesota qui vient jouer. Début de saison, ou dans les premiers matchs là, de la nouvelle équipe de Minnesota, là, quand ils sont venus. Qui coachait Minnesota à l'époque? Il n'y a pas eu Bob Gainey, maintenant? Non, mais ça, c'était la vieille équipe. Quand ils sont revenus. Ah, tu veux parler avec les Stars? Ouais. Quand on déménageait à Dallas, tu veux dire? Ouais. Il y a eu Kenneth Hitchcock, là, mais... Non, quand ils sont retournés à Minnesota. Ah, tu parles de Wild? Ouais. OK. Il y a eu Jacques Lemaire. Exact. OK. Donc, Jacques Lemaire arrive pour le premier match au Centre Bell. OK. Est-ce que tu penses que c'est la même ambiance avec Mario Tremblay que si c'était le Minnesota avec deux entraîneurs qu'on connaît pas? Peut-être pas. Non, absolument pas. Absolument pas. Moi, je peux te le dire, là, on était sur la patinoire. Puis ça, faut le savoir. T'sais, moi, je le sais parce que je viens de Montréal et puis que les médias faisaient un gros plat là-dessus, le retour de Mario Tremblay et de Jacques Lemaire au Centre Bell. Et puis, nous, on l'a vu dans le comportement, si on veut, ou les émotions dans le match, ou si on sentait une tension que peut-être on n'aurait pas eu si c'était deux entraîneurs. Donc, ces petites choses-là, ça paraît pas, mais il faut le savoir. Absolument. Et puis, on pouvait sentir une certaine frustration de certains joueurs, parce que ça allait pas aussi bien qu'ils pensaient que c'était pour aller. C'est un club d'expansion, si je me trompe pas. Et puis, donc, c'est ces petites choses-là qu'il faut savoir. Qu'est-ce que vous dites entre les périodes, comme arbitre? On fait une analyse de la période qui vient de se jouer. Et puis, OK, ça est arrivé telle chose, il va falloir plus le surveiller, lui. Je vais aller parler à l'entraîneur au début de la deuxième période, il est arrivé telle chose, on s'est trompé. Si on s'est trompé, on va aller le dire. Celle-là, tu l'as manqué. C'est ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Comme c'est arrivé à des entraîneurs, je me souviens, Larry Robinson, une fois à Los Angeles, j'avais donné une punition double mineur pour un bâton élevé.
Et puis, il était pas d'accord avec moi. Puis là, il fait une crise en arrière du banc. J'en revenais pas de Larry Robinson. Puis j'ai pas eu le choix de lui donner une punition mineure de banc. Fait que là, il s'est retrouvé avec un autre joueur au banc pour 2 minutes. On rembarque sur la patinoire, début de l'autre période. Il m'appelle au banc. Je vais le voir, tu sais. Puis, Richard dit, je m'excuse. Il dit, j'ai vu la reprise, puis t'avais raison, là. Tu sais, j'aurais pas dû crier après toi. Puis, tu sais, il y a des entraîneurs qui sont comme ça. Est-ce que tu sentais que c'était sincère? Oui. Oh non, mais lui, il est comme ça. C'est une personne qui est sincère. Puis, non, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et est-ce que tu as vu souvent des joueurs de la Ligue nationale, souvent qui ont un rôle de leadership, tu sais, que le coach, des fois, il s'énerve après l'arbitre, puis le joueur va dire attends, je m'en occupe. Oh, oui. Absolument. T'as vu ça? Oh oui, ça. Puis je n'aimerais pas de nom, mais on a vu des capitaines, là, calme-toi. Laisse-toi pas crier après lui, là. En parlant de son propre coach. Oui, donne-lui un 2, là. On est tanné de lui. On l'entend. Comme quoi, tout le monde n'est pas dans le même... tout le monde est quand même assez lucide, là. C'est ça. Mais en même temps, il faut faire attention parce que nous, on peut savoir aussi que, tu sais, comme arbitre, moi, je peux savoir que même si c'est pas le capitaine, un autre joueur qui vient qui me dit ça, mais, tu sais, je sais c'est quoi la relation avec son entraîneur, tu sais, puis qu'il a mis sa 4e ligne, puis qu'il le fait pas jouer régulièrement, puis que, tu sais, alors, tu sais, je peux voir aussi qu'il y a une frustration du joueur à ce moment-là. Est-ce que les joueurs étoiles parlent différemment aux arbitres? Il y a une relation différente avec les arbitres quand il y a une vedette, Ben, je peux pas parler pour les joueurs d'aujourd'hui. Ou tu sais, ils savent, dans le sens que tu sais, ils savent peut-être, ils ont-tu parce que tu sais, tout le monde essaie d'influencer la partie, là, que ce soit les arbitres. Non, c'est leur jeu. Ça, tu sais, les équipes, là, les entraîneurs puis les joueurs, ils ont un seul objectif. Gagner. Exact. C'est exactement le mot exact. C'est de gagner. Donc, ils vont prendre tous les moyens pour essayer de gagner. Puis un de ces moyens-là, c'est d'essayer d'influencer les arbitres. Maintenant, c'est à nous de juger jusqu'où ce que le joueur nous dit ou l'entraîneur nous dit là, c'est véridique ou puis sinon de les calmer parce qu'il y en a qui voient des punitions partout, puis il faut leur expliquer que mais non, c'est pas comme ça, puis il y a des fois mais c'est nous qui faisons une erreur. Moi, ça m'est déjà arrivé là, comme on dit dans notre milieu, à nous le bras levé tout seul, j'ai comme réagi juste trop vite, puis l'entraîneur qui te regarde puis la seule chose que j'ai à faire, c'est de le regarder puis il dit écoute, t'as raison, j'ai mon bras levé trop vite, c'est une mauvaise décision, excuse-moi, puis il va te répondre OK, c'est beau, au moins c'est ça je dois savoir, t'sais. Y a-tu des calls que t'as fait ou que t'as pas fait, que tu t'es dit celle-là là, il m'énerve encore des affaires que tu dis celle-là je crois que je l'ai manqué comme Wayne Gretzky puis avec Kerry Fraser ou des calls que t'as fait tu dis mon Dieu celle-là j'aimerais ça lequel tu dis lui j'aimerais le plus le reprendre. Des fois, ça a une incidence, là, tu sais. Ben, je n'ai pas eu vraiment, comme, mettons, tout le monde parle du but d'Alain Côté, là, mais j'ai pas eu de situation où j'ai été chanceux, je pense, où, ma décision a fait en sorte que, au bout de la ligne, ça allait décider d'une victoire ou d'une défaite. Est-ce que j'ai pris des mauvaises décisions? Oui, ça, c'est sûr. Mais ça n'a pas eu d'impact direct sur le match. Donc, on en entend moins parler dans ce temps-là. Parce que Kerry Fraser, il y a eu le Alain Côté. C'était lui? C'était avec Kerry Fraser. Puis c'était aussi Kerry Fraser, le bâton élevé. C'est exactement. De Gretzky sur un joueur des Leafs qui... oui, je me souviens. J'avais vu, je pense que j'ai le livre de Kerry Fraser, en fait. Okay. Il raconte une phrase qu'un arbitre fait toujours dire, puis que tu dois sûrement dire à tes arbitres, c'est ne cale pas ce que tu n'as pas vu. Exact. Ne cale pas ce que tu n'as pas vu. Non, je suis bien d'accord avec toi. Nous, on va dire, c'est un guess call, tu sais. Ah, c'est ça. T'as essayé de te deviner, ou t'as pensé voir, tu sais, que... Ah, ben, s'il saigne, il a dû arriver ça, mais tu l'as pas vu. Exactement. Si tu l'as pas vu, appelle-le pas. Exactement. Puis quand t'es tout seul, puis tu l'as pas vu. Puis là, je pense qu'il avait été consulté ses juges de ligne, puis même eux, je sais pas s'ils l'avaient vu, parce que, comme tu dis, se fait vite, ça se faisait très vite, puis après ça, les gens taillissent pour l'éternité. Oui, exact. oui, parce qu'on en entend parler encore, mais tu sais quoi? Parce que moi, je le vis là, avec la Ligue de hockey junior du Québec, puis c'est quelque chose qu'on essaie de faire avec les entraîneurs, les directeurs gérants, puis je te dirais que là-dessus, ils sont de plus en plus compréhensifs, puis ils réalisent aussi que le match est rapide. Et souvent, nous, là, ce qu'on dit, dans le hockey d'aujourd'hui, moi, à mes débuts, je vivais pas ça. Ce qui rend le travail plus difficile pour les arbitres aujourd'hui, ce sont toutes ces reprises vidéo. Ouais. Alors, ça rend plus difficile dans le sens que... Mais oui, c'est ça. Les deux côtés. Ça rend plus difficile dans le sens que on peut voir où les arbitres
ont manqué des choses. Ouais. C'est correct. Sauf que on le voit sur une reprise vidéo, dans un angle différent, au ralenti, sur un écran de 60 pouces. Alors que la réalité d'un match de hockey, c'est pas ça. Dans un match de hockey, la réalité, c'est une fraction de seconde où tu espères être dans le bon angle pour le voir, puis tu as une fraction de seconde pour réagir. Ouais. C'est ça la réalité du hockey. Vraiment. C'est pas être assis dans son salon et dire hey, check ça, l'arbitre, il a manqué. Vraiment. Mais là, quand tu dis ça, il faut que tu dises OK, mais regarde où l'arbitre était positionné versus la rondelle, elle est où? Il y a 3 joueurs en avant de lui. Bon, différentes situations. Fait que ce que j'essaie d'expliquer, moi, à mes entraîneurs puis à mes directeurs gérants, c'est écoute, tu as raison, c'est une punition. Maintenant, il faut comprendre pourquoi il l'a manqué. Puis moi, mon travail, c'est d'essayer de faire en sorte que peut-être la prochaine fois, il va être mieux positionné pour l'avoir. C'est ça mon travail. Mais la réalité des matchs de hockey, on dit que c'est en real time. Le real time, c'est pas ce que tu regardes en reprise vidéo dans 2-3 angles différents. Exact. Est-ce que ça t'énerve un peu, toutes les nouvelles, tu sais, il y a les nouvelles, tu sais, maintenant tu peux challenger un offside. Il y a des règles qui changent là, en ce moment. Non, sais-tu quoi? Non, moi te dire pourquoi. Je reviens souvent à mon époque, là. Puis c'est le fun de faire le parallèle entre les deux. Tu sais. C'est que nous, on n'avait pas la reprise vidéo. Donc, il y a un article, j'ai déjà fait une farce à ce propos-là, dans le code d'éthique des entraîneurs puis des joueurs de Hockey Canada ou Hockey Québec, je me souviens pas. C'est je vais accepter toutes les décisions de l'officiel. Là, j'avais dit à un moment donné un des dirigeants au Québec, j'enlève ça du code d'éthique parce qu'il n'y en a plus un qui respecte les décisions des officiels parce que ils analysent tout sur la reprise vidéo. Tu sais. Mais en temps réel, c'est pas ça. Tu sais. Sauf que maintenant, un juge de ligne, même un arbitre, ne veut pas être la personne responsable d'une victoire ou d'une défaite. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de vivre avec le hockey. Les vieux de la vieille arbitres qui acceptent pas ça ont plus leur place, là. Dans ce genre de hockey-là ou dans cette façon de faire-là. Les arbitres aiment mieux, au bout de la ligne, que la bonne décision ait été prise sur la patinoire. Ouais. Je me suis trompé, j'ai donné le but, c'était un but illégal, on va le refuser. La bonne décision est prise. Quand je vais quitter la patinoire, ça sera pas de ma faute qui a gagné ou qui a perdu. C'est sûr que c'est possible. Les buts sont envoyés à Toronto, comme tu dis, sur un écran. Les autres à leur niveau, Cela dit, dans les nouvelles reprises pour les hors-jeux, c'est l'arbitre sur un écran. En fait, le juge de ligne. Les deux juges de ligne sur un petit écran qui regardent ça sur la patinoire. Comment ça fait que pour les buts, ça va à Toronto sur un écran géant, mais les hors-jeux, c'est les arbitres qui le regardent sur un iPad, ça glace. Mais il faut savoir que les arbitres aussi regardent le iPad, là. Oui, aussi, mais je veux dire, c'est l'appel vient de Toronto, alors que l'appel... Non, mais les juges de ligne aussi sont en communication avec Toronto. Parce que j'avais cru comprendre, comme je te dis, c'est peut-être que je me trompe, mais j'avais cru comprendre que les juges de ligne, eux, c'était vraiment eux qui prenaient la décision, puis que les arbitres aimaient pas ça, se faire enlever justement comme... aimaient pas ça se faire enlever le pouvoir. Ah non. C'est faux? Non, c'est faux, ça. Les arbitres, ils veulent que la bonne décision soit prise. OK, bon. La seule chose, par exemple, c'est qu'il y a des situations dans les critères pour réviser un but ou un hors-jeu. Il y a des situations où c'est noir ou blanc, puis il y a des situations où c'est un jugement. Alors, il est là la différence. Je dirais la problématique, si on veut, entre la discussion de Toronto et les officiels sur la glace, c'est quand c'est une question de jugement. Donc, une obstruction sur le gardien de but, c'est un jugement. Est-ce que la rondelle a traversé la ligne rouge, oui ou non? Ça, c'est noir ou blanc. OK? Donc, comme hier, je sais pas si tu as regardé le match Canadien-Toronto. Alors, quand la rondelle est juste rentrée à l'intérieur, alors, si l'arbitre, lui, avait sifflé pratiquement en même temps que la rondelle entre, ou un peu après, puis dans son jugement, il avait arrêté le jeu avant que la rondelle rentre. Pour lui, le jeu était mort, le but a été refusé. Sauf que quand il a arrêté le jeu, il savait pas que la rondelle était déjà rentrée puis ressortie. C'est pour ça qu'ils ont donné le but. Alors, un juge de ligne, un juge de ligne, une situation de jeu, par exemple, tu peux entrer de reculons dans la zone, à la ligne bleue. Tu peux entrer en premier si tu as le contrôle des possessions de la rondelle avant d'entrer dans la zone. Donc ça, c'est une question de jugement. Est-ce que j'avais contrôle et possession de la rondelle
avant que je rentre, où j'ai dribblé avec. J'avais pas nécessairement le contrôle de la possession, puis j'ai quand même reculé, puis rentré dans la zone. Là, le juge de ligne, c'est son jugement, il va siffler leur jeu. Absolument. Là, il y a un challenge de l'équipe, admettons. Ouais. Parce qu'il y a eu un appel de l'équipe parce qu'il y a eu un but. Là, la discussion va porter sur un jugement du juge de ligne et non pas sur une règle qui est noire ou blanc. Absolument. Alors, on va donner un autre exemple. Le défenseur, il est juste un peu en avant de la ligne bleue, puis le joueur, il place la rondelle en fond de territoire, mais en la plaçant, il vise le défenseur, puis le défenseur, avec sa main, fait dévier la rondelle dans sa zone. Alors, le jugement du juge de ligne, l'appel du juge de ligne, c'est est-ce que le joueur de défense a dirigé intentionnellement la rondelle dans la zone, ce qui serait légal, pas d'hors-jeu, s'il y a déjà un joueur de l'autre équipe dans la zone, ou elle a tout simplement dévié sur le défenseur quand il y a un joueur de l'autre équipe dans la zone, ça serait un hors-jeu. Donc, là, il y a un aspect du jugement. Ah ouais, c'est pas noir, c'est pas blanc. Alors, c'est pour ça, il faut que ce soit le juge de ligne sur les hors-jeux qui regarde ce genre de jeu-là, parce que c'est une question de jugement. Ils vont en discuter avec Toronto. Toronto a plusieurs angles, qui vont présenter au juge de ligne sur l'iPad, et puis la décision va être prise. C'est en 2001, tu as été, parce que les joueurs des fois vont au match des étoiles, mais en 2001 comme arbitre, tu es allé au match des étoiles. À Denver. C'était je pense la seule fois que tu es allé au match des étoiles. C'est quoi comme expérience comme arbitre aller au match des étoiles? Ben c'est sûrement ça, c'est drôle ce que je vais dire. Je vais pas dire plate. On va dire c'est sûrement le match le plus facile que j'ai arbitré dans ma carrière. C'est pour ça que tu es là, ouais. Parce qu'il se passe rien. Non, c'est ça. Sauf que c'est toute la grosse machine alentour. On est traité numéro 1. Moi, j'en ai profité pour amener avec moi. C'était un genre de deal que j'avais fait avec ma mère. Mon père était décédé. Fait que c'est sûr, j'ai amené ma mère avec moi puis avec ma sœur, la plus vieille, là-bas. Sauf que c'était pas une maniaque de hockey. C'était pas une maniaque de hockey. Ma mère, c'est ça. Puis là, j'ai dit, là, t'as le choix. Je t'amène à Denver pour le match des étoiles ou je t'envoie une semaine avec ma soeur la plus vieille, Micheline. Je t'envoie une semaine en croisière. Qu'est-ce que t'aimes mieux faire? Elle dit, je vais aller en croisière. Fait que ça m'a permis j'ai emmené avec moi mon premier formateur arbitre, M. Pachuk. Et puis, celui qui est un de mes responsables arbitres à l'époque, j'étais junior majeur, Paul Cazot. Et puis, le premier qui m'a donné un job d'arbitre en chef au niveau d'une association de hockey mineur, qui était Marcel Gamache, M. Gamache. Okay, ouais. Fait que ça m'a permis d'emmener ces 3 personnes-là à Denver. Et puis, c'était 3 personnes qui étaient déjà rendues fin soixantaine, début des 70 ans. Puis, ils ont vécu une expérience incroyable. On a eu du plaisir. Puis, on a été traité numéro 1, on a été reçu à gauche puis à droite. Ça a été 4 jours là, vraiment là, extraordinaire. Mais pour le match de hockey comme tel... C'était pas pour ça, c'est plus pour l'expérience. Exactement. Surtout que c'était le retour de Mario Lemieux. Exact. Tu savais-tu à ce moment-là, parce que, corrige-moi, là, si je suis pas correct, cette saison-là, c'est avéré ta dernière dans la Ligue nationale? Oui, exact. En juillet, la Ligue nationale a congédié plusieurs arbitres. Oui, exact. Dont toi. Oui. Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu l'as vu venir? C'est une bonne question, ça. Tu le sens. Tu le sens parce qu'avec tes relations avec des superviseurs, ils te parlent moins, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Moi, j'ai toujours pris comme une décision administrative. Je fais la même chose comme directeur des officiels avec la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. À un moment donné, on a des décisions à prendre et puis... C'est pourquoi, en fait, tu as été... moi, je l'ai toujours vu comme étant... on remplace... moi, contrairement à d'autres qui étaient là le même nombre d'années que moi, c'est qu'ils avaient commencé plus jeunes que moi mettons, à la même époque que moi. Il y avait 3-4 arbitres qui étaient là, même âge que moi, c'est-à-dire qui étaient déjà là depuis 3-4 ans, et puis qui commençaient déjà à faire des séries éliminatoires. Si tu fais pas des séries éliminatoires sur une base régulière dans la Ligue nationale, à un moment donné, ils te remplacent par des plus jeunes pour en former d'autres, pour éventuellement, pour remplacer, si on veut, avoir une rotation entre les plus vieux, ceux qui sont pour monter, puis les recrues, si on veut. Donc, moi, dans mon cas, il pouvait monter, au salaire j'étais rendu, il pouvait monter deux arbitres,
avec des salaires de recrues. Puis honnêtement, il fallait faire le même travail que moi je faisais en saison régulière. Tu sais. Donc, eux autres, le payback qu'on appelle pour la Ligue nationale, c'est ce qui se passe en séries éliminatoires. Donc ceux qui font des séries régulièrement, moi j'en ai fait pendant 2 ans seulement. J'ai été jusqu'en 2e ronde. Et puis, quand j'ai vu ça venir, on était à 4, je pense, cette année-là, il y avait moi, Lance Roberts, Mark Fawcett, je pense qu'il y avait un juge de ligne aussi. C'était la venue d'un nouvel arbitre en chef, qui était Andy Van Elleman. Mm-hmm. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel arbitre en chef, c'est comme un nouveau directeur gérant d'une équipe. Il y a des changements. C'est ça. Lui, il arrivait de la East Coast. C'est un ancien arbitre numéro 1 de la Ligue nationale. Il était top longtemps, Andy. Et puis, lui a décidé d'emmener quelques officiels qui étaient avec lui dans la East Coast. Moi, je l'ai vraiment pas pris... je me suis pas battu pour essayer de garder ma job. Puis, je l'ai pris comme une décision administrative. Foncièrement, moi, je pense que j'aurais pu faire encore plusieurs années avec eux. Mais c'était leur décision, puis j'ai vécu avec ça. Là. Est-ce que c'était frustrant de dire, hey, j'arbitrerai plus dans la Ligue nationale, tu sais, c'est fini? Ben, c'est sûr, c'est frustrant. C'est un deuil à faire, ça, c'est sûr. Et puis, le camp d'entraînement de septembre l'année d'après, mais c'était en 2011, qui a été écourté avec ce qui s'est passé. C'était dans la même période. Le 11 septembre. Mais c'est ça, quand tu sais que le camp commence, puis c'est la première fois que tu seras pas là, c'est sûr que tu y penses, tu sais. Mais en même temps, tous ceux avec qui j'ai parlé, qui ont passé par la Ligue nationale, qui ont eu des carrières de 5 ans, de 10 ans, 13 ans comme moi, 20 ans même, quand ils prennent leur retraite, tu parles avec eux autres, ils vont tous te dire, sais-tu quoi, il y a d'autres choses après le hockey, tu sais. Donc, puis moi, mon autre chose après le hockey, c'est j'ai travaillé pour Hockey Québec pendant 6 ans de temps comme directeur du marketing et puis des communications. Et la Ligue junior du Québec m'a approché pour devenir leur directeur des officiels. Bon, je suis toujours dans le hockey, mais je voyage plus. Tu sais, il y a un sacrifice que les gens réalisent pas, c'est que les arbitres au niveau professionnel, surtout les arbitres, mais les juges de ligne aussi de plus en plus, moi, je passais en moyenne 20-22 jours par mois sur la route pendant la saison de hockey. 20-22 jours. Il y a 30 jours dans un mois. C'est ça. Donc, vous savez, les joueurs jouent, c'est quoi maintenant, 82 matchs, je pense? 84, 82? 41 matchs à domicile, 41 matchs sur la route. Moi, dans mon contrat qui était à l'époque 72 matchs en saison régulière, quand je faisais 2, peut-être 3 fois le Centre Bell, c'est beau. T'étais pas à la maison souvent. On n'était jamais à la maison. T'sais, nous, des tu voyages. Pas par division non plus. Moi, des voyages de 10-12 jours, là, c'était une fois par mois, là. Des fois, j'entends ça ici, là. L'équipe part pour la route pour 10 jours, là, son plus long voyage. OK? Mais moi, je faisais ça chaque mois. Ouais, c'est ça. Mais c'est la vie d'un arbitre. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Mm-hmm. Fait ça, honnêtement, quand j'ai quitté la Ligue nationale, pour être honnête avec toi, ça me manquait pas. Ça me manquait pas. Non, ça me manquait pas d'attendre parce que, encore là, contrairement aux joueurs qui sont en vol nolisé, mais nous, les arbitres, on est en ligne pour commercial, puis c'est nous qui réservons nos billets d'avion, puis nos hôtels, puis location de voiture. C'est pas l'arbitre de la Ligue qui s'occupe de ça? Ben, on passe par une agence de voyage de la Ligue, mais c'est la responsabilité de l'arbitre de déterminer. Aller chercher ces choses. C'est ça. Puis maintenant, ça se fait tout électronique. Mais dans mon temps, on recevait tous les billets d'avion par la poste. Mon Dieu. Le courrier est mieux de se rendre. Ah oui, le courrier se rendait vite. C'est déjà arrivé qu'il y ait eu des problèmes? Non, mais tu sais, là, c'était le petit, toi, peut-être trop jeune pour te souvenir de ça, mais c'était donc il y a un billet que la personne au comptoir gardait. Moi, je gardais mon reçu, puis là, il prenait le billet pour que je puisse rentrer dans l'avion, puis là, il fallait que je retourne ça avec mes factures à la Ligue nationale. C'était pas comme aujourd'hui. Beaucoup de papier. Mais c'était une époque, par exemple, où tu n'avais pas besoin de ton passeport pour aller aux États-Unis, par exemple? On avait un permis de travail qui était attaché. Oui, ça prenait mon passeport pareil, mais on avait ça prend un permis de travail pour les Canadiens pour aller travailler aux États. Ouais. Parce qu'après 2001, tu fais traverser la frontière sans un passeport souvent, puis. Non, c'est sûr, mais puis même, tu sais, aujourd'hui,
J'ai voyagé beaucoup. Nous, on prenait l'avion. Je prenais sûrement l'avion 100 fois par année. Là, Puis... et même avant 2001, moi, mon équipement d'arbitre, avec les patins tout, je rentrais ça dans l'avion. Là, je mettais ça en haut du banc. Ton carry-on. Ben oui, pour que ça arrive à bon port. J'arbitre. C'est arrivé une fois, j'arbitrais à Chicago, puis mon équipement était rendu en Floride. Parce que c'était pas électronique, le carton qu'elle avait mis après ma valise d'arbitre, ils se sont trompés au lieu de mettre Chicago, qui je me souviens pas les trois lettres, mais ils ont mis ça à Orlando, tu sais. Finalement, qu'est-ce que t'as fait? Ben là, j'ai réussi à trouver un chandail d'arbitre, parce qu'il y en avait, je sais pas s'il y en a encore, extra dans les arénas. J'ai appelé un arbitre, qui arbitrait pas à ce moment-là. Fait que j'ai mis ses patins, j'ai mis ses pantalons, j'ai mis son équipement pour faire le match. J'ai reçu mes affaires le lendemain, tu sais. Une chance, vous aviez à peu près le même gabarit. Oui, une chance. Sinon, ça aurait flotté dans le... Ah, c'est des petites histoires comme ça qui, ça arrive dans la Ligue nationale aussi. Est-ce que tu as des regrets de ta carrière? Tu dis, je sais que le rêve pour un arbitre, pour un joueur, c'est de gagner la coupe. Pour un arbitre, c'est d'arbitrer durant la coupe. C'est sûr. Mais il y en a plusieurs qui ont jamais fait, deuxième, troisième ronde de la finale, tu peux pas, il y en a juste, maintenant, ils sont 4 en finale, puis ils ont 34, 35 arbitres, je pense, 36 arbitres. Ouais. Puis il y en a juste 4 qui font la finale, tu sais. Puis, non, faut pas voir ça de même. C'est un objectif que j'aurais aimé atteindre, mais regarde, je l'ai pas atteint, mais j'ai probablement 13 saisons de plus que bien d'autres officiels qui auraient aimé être là aussi. Il faut le voir comme ça un petit peu. Là. Comme je te dis, ma carrière au niveau professionnel là, m'a permis de... Il y a plus de positifs que de négatifs. Ouais, c'est sûr. Il est arrivé un incident l'année passée dans la Ligue nationale assez exceptionnel qu'on voit vraiment rarement, là, des incidents où les arbitres sont agressés directement. Mais il est arrivé un incident un peu bizarre où le joueur des Flames, Dennis Wideman, s'est relevé d'une mise en échec, puis il s'est rendu au banc, puis en se rendant au banc, il a frappé un juge de ligne de dos. À savoir si c'est intentionnel ou pas, là, comme tu t'as parlé de jugement tantôt, c'est très difficile à savoir parce qu'il venait de se faire frapper. Il y en a qui disent qu'il y a eu un coup à la tête, il y en a qui disent que non. Et l'arbitre, en fait, ça a comme un peu mis fin à sa carrière, si je me trompe pas, Don Anderson. Il y a eu il l'a jamais vu venir, là, c'était de dos, puis il y a eu des séquelles, puis le joueur, Denis Wideman, en fait, joue plus dans la Ligue nationale présentement. Il y a eu des suspensions qui ont été réalisées. Bon, bref, un dossier assez complexe. Quand t'as vu ça comme ancien arbitre, comme directeur des arbitres, comment tu t'es senti quand t'as vu ce genre de coup-là? Ben, j'ai trouvé ça déplorable, de la part du joueur. Il peut, puis je connais pas toutes, là, les pour et les contre. Je connais ce juge de ligne-là, j'ai travaillé avec lui. Et puis, je sais que présentement, là, il travaille pas. Et puis, des fois, les joueurs mettent ça un petit peu trop sur le dos sur le coup de l'émotion. Ouais, c'est ça. Oui, ça peut arriver des fois, mais il y a des fois que faut juste se rendre responsable des gestes que l'on pose. Et puis, est-ce que tu penses qu'il était conscient de ce qu'il faisait? Ben, en tout cas. C'est difficile à défendre. C'est difficile à défendre, effectivement. Puis la Ligue, elle a statué là-dessus, mais je pense qu'il était en appel. Et puis, je pense qu'il avait suspendu 20 matchs, il était en appel, c'est tombé à 10. C'est ça. Ce qui a fait un peu virevolter l'Association des arbitres, je pense. Non, c'est sûr que l'association, leur travail, les autres, leur travail, c'est de défendre leurs membres. Et puis, ils le font bien. Puis, mais c'est ça, sans me prononcer exactement sur ce geste-là. Il y a des fois, juste comme dans une bagarre, par exemple. Ça m'est déjà arrivé d'expulser un joueur parce qu'il brassait trop un juge de ligne pendant une bagarre. Et puis, c'est ça l'excuse, c'était « Ouais, mais là, j'étais émotif. » Puis « Ouais, mais nous, les arbitres, faut la contrôler, nos émotions. Quand il arrive des situations tendues. » Faites de même. Je pense qu'un peu que les joueurs, faut que ce soit la même chose aussi. Là. Arrêtez toujours de vous cacher derrière. J'étais émotif, puis j'étais frustré, puis mais quand tu vois un chandail rayant en avant de toi, puis qui te dit d'arrêter, il faut que tu arrêtes. C'est là, faut que tu sois capable de dire, OK, c'est fini, là. Tu sais. Est-ce que tu as déjà été agressé par un joueur? Pas moi, mais mes juges de ligne dans des bagarres, dans des batailles où une fois que le joueur était séparé, il insistait pour aller chercher l'autre joueur encore.
Et puis là, le juge de ligne lui parlait, le retenait, puis qu'il tasse carrément le juge de ligne violemment. On n'a pas le choix de l'expulser à ce moment-là. Une fois que c'est là, faut que les joueurs réalisent que on comprend tout que t'es frustré, puis le joueur que tu vas aller sur lequel tu vas aller te venger, il t'a donné un coup sournois. Mais une fois que le juge de ligne est entre vous deux, puis qu'il t'a dit d'arrêter, rive-moi pas avec, j'étais frustré, puis je savais pas ce que je faisais, puis j'étais émotif, puis oui, je comprends tout ça, mais t'as posé le geste. Maintenant, bien avec les conséquences. Absolument. Est-ce que il y a un truc à savoir, parce que j'ai vu, on a des fois des arbitres qui étaient micés, là, qui avaient des micros pendant des parties. Je trouve ça très impressionnant, là, des arbitres d'expérience. Je me souviens plus si c'était celui avec la moustache, le Bill McCreary, en tout cas, les autres. La manière qu'il gérait des adultes, c'était un peu comme un espèce de parent ultime, là. La manière qu'il gérait justement les émotions, puis il y avait une forme de la manière qu'il parlait en termes de psychologie, de la manière qu'il contrôlait les gars. Je trouvais ça très impressionnant. Comment tu fais pour contrôler des adultes? Comme c'est vraiment des parents, les arbitres à la glace, ils ont une forme d'autorité qu'il faut que tu respectes. Puis les arbitres, ils ont l'impression des fois, vu qu'on n'a pas le son, qu'ils se font crier après ça. Mais c'est pas vrai. Tu cries pas pour un arbitre en pensant que le gars va se faire crier après toute la game dans le national. Il y a un respect. Absolument. Un respect, puis il y a une manière de gérer les gars. Tu sais, des fois, tu vas, Chris Pronger va arriver, tu vas dire, OK, il va en manger toute une, mais non, c'est lui qui a le dernier mot, puis il y a un respect, puis il y a un contrôle, je veux pas dire psychologique, là, mais en tout cas, assez impressionnant. Mais ça revient un peu sur ce que j'ai dit au début, quand tu m'as posé la question sur la qualité. C'est quoi les qualités d'un officiel? Être un bon communicateur. Et puis nous, on peut le voir là dans des situations tendues, un arbitre qui est capable de parler à un joueur ou à un entraîneur, puis qui va rendre la situation moins tendue. Là, tu me parles d'un des top arbitres avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui est Bill McCreary. Lui, c'était vraiment, il était le numéro 1 pendant je sais pas combien de finales consécutives qu'il a fait. C'était un arbitre super respecté. Et puis ça, ça se reflète sur la glace. Des joueurs comme Pronger, comme tu dis, ils vont s'approcher, puis lui va donner ses explications, puis tu vas voir les joueurs faire un signe de la tête, OK, c'est beau, puis s'en tourner, puis mais en même temps, je l'ai mentionné aussi tantôt, il y a des joueurs, ils ont leur personnalité, les joueurs, tu sais. Puis même si c'est un Bill McCreary qui va l'expliquer comme il faut, ou un Terry Gregson, ou je peux t'en nommer plusieurs autres, mais ça se peut que la personnalité du joueur qui vient de parler à l'arbitre, c'en est un qui est jamais d'accord, puis que lui veut toujours avoir raison, puis ça va mal finir aussi. C'est parce que, je l'ai dit tantôt, chaque joueur, l'arbitre, tu sais, un entraîneur a à gérer 20 personnalités en avant de lui. L'arbitre en a géré 40, avec 3 entraîneurs de chaque côté. Ils ont toute leur personnalité, leur façon de faire, leur façon de communiquer. Puis ça, nous, avec le temps, on l'apprend. On sait que tel entraîneur, c'est pas le temps d'aller lui parler tout de suite. On va laisser se calmer, mais un peu plus tard, je vais aller lui parler, puis il va comprendre. Tandis qu'il y en a d'autres, tout de suite, sur la situation tendue, on sait que ce mec qu'on aille le voir, il va comprendre, puis il va acquiescer, puis il n'y aura pas de problème. Donc, on les connaît. C'est ça l'avantage de la Ligue nationale, des arbitres avec les entraîneurs puis les joueurs. C'est que, comme moi, il y a plusieurs joueurs qui étaient de la Ligue junior du Québec, que j'ai arbitré quand j'étais junior, que j'ai grandi avec eux dans la Ligue américaine et la Ligue nationale. Et des entraîneurs aussi. Ron Lapointe, je l'ai arbitré quand il était à Shawinigan, et je l'ai arbitré quand il était à Washington. Tu sais. Pat Burns, quand il était à Gatineau. Tu sais. Donc, il y a des entraîneurs comme ça. Et puis, plein de joueurs aussi. Tu sais, Ray Bourque, Mario Lemieux, Luc Robitaille. Tu sais, je peux t'en nommer plusieurs. Fait que, on grandit avec eux. Puis quand ils nous voient, puis dans la Ligue américaine, c'est la même chose pour les joueurs qui sont pas du Québec. Je fais 2-3 ans dans la Ligue américaine. Puis t'arrives dans la Ligue nationale, tu revois les mêmes joueurs. Fait qu'ils te connaissent. Ils savent que si t'es rendu là, c'est parce que t'as monté les échelons. T'as d'affaires à être là, puis la relation, puis après ça, on les arbitre pendant 4, 5, 6, 7 ans dans leur carrière. Tu sais, on patine avant la match, on patine en rond, là, puis « Hey, Trotz, comment ça va? D'où t'arrives? Où tu t'en vas? » Tu sais, c'est... Tant que la rondelle n'est pas c'est des joueurs avec qui t'es resté ami?
Pas amis assez pour dire on part en voyage, on va jouer au golf, mais qu'à chaque fois que je vais croiser, on se rappelle des bons souvenirs, puis on se respecte, puis de plus en plus, la Ligue junior du Québec a des anciens professionnels dans ses rangs, puis c'est tous des joueurs que j'ai arbitrés. Donc, ils me connaissent, je les connais. Il y a un respect, exactement, Joël Bouchard. Il y a un respect mutuel. Puis ils savent d'où je viens, je sais d'où ils viennent, puis nos relations sont d'affaires, mais sont respectueuses. Ils savent que j'ai un dossier à régler, je connais leur appréhension vis-à-vis de certaines choses avec leur équipe. Et puis moi, c'est d'essayer de leur expliquer, de leur faire comprendre. Et puis, quand ils ont raison, je leur dis. Puis quand ils ont tort, je leur dis aussi. Je leur explique. Mais quand ils ont raison, je leur dis, écoute, t'as raison, l'arbitre a manqué, puis je vais vérifier ça avec lui. Il y a une affaire, je vais te demander, souvent on regarde les jeunes dans le junior majeur, puis il y a des rising stars, des joueurs là, à surveiller tel joueur, il va être repêché dans 1 an, dans 2 ans. Est-ce que t'as des rising stars dans ton groupe d'arbitres dans le junior majeur Québec où tu dis, hey, ces noms-là, j'ai regardé ça. On en a un présentement qui est Olivier Gouin. Olivier Gouin. Ouais, lui, il arbitre dans la Ligue américaine. Et puis... il est passé par le junior. Il est passé par le junior. Okay. Il est passé par le programme de Hockey Québec. Okay. Et puis, nous, on l'a fait graduer dans le junior majeur. Et puis... il est impressionnant. À chaque fois qu'on lui donne une opportunité, il la saisit. Et puis, c'est ce qui l'a amené l'année passée à travailler au World Senior à Paris puis en Allemagne. Ah, les World Championships. Exact. OK, quand même. Là. Puis là, il est sur la longue liste pour les Jeux olympiques. Fait qu'on va savoir au mois de décembre. Et lui, il est même pas encore dans la Ligue nationale. Il est pas dans la Ligue nationale, mais c'est ce qu'on appelle, pour eux, c'est ce qu'on appelle des prospects. Ouais. Et un de ceux qui est suivi dans notre groupe là, par la Ligue nationale pour peut-être éventuellement graduer de la Ligue nationale. Il vient d'avoir 26 ans. Là, OK. Très jeune quand même. Oui, exactement. On en a un autre, il y a Guillaume Labonté qui fait sa 2e année aussi. On en a des jeunes qui viennent de graduer dans la East Coast, la Ligue américaine, Jesse Gore, Mathieu Manetti, Alexandre Normandin. On a Jesse Markey, un juge de ligne de Bouctouche, qui est aussi sur le radar de la Ligue nationale. Donc, on a plusieurs candidats qui sont Est-ce qu'il est passé par toi, Andrea Barone? Non, je le connais pas. Non, OK. Non. C'est un Montréalais que j'ai reçu au podcast, qui est arbitre dans la East Coast, puis un peu Ligue américaine. C'est le premier athlète dans le hockey professionnel à avoir fait un coming out. OK. Puis je me demandais, parce que c'est un gars de Montréal. OK. Bref, je prenais une chance. Mais on va suivre ces gars-là. Moi, ça m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour les gars puis le métier qu'ils font. Puis je trouve ça très intéressant. Donc, Olivier Gouin. Et tu as dit Guillaume Labonté aussi, plusieurs noms, mais on va suivre ça. Et la dernière fois que je te laisse, c'est que non seulement tu as eu un honneur assez spécial dans ton coin, je pense. Ouais. T'es même pas décédé, puis tu as un aréna à ton nom. Oui, c'est drôle que non, mais c'est drôle que tu dis ça parce que justement, j'étais il y a quelques années, je m'en vais à la pharmacie à côté de chez nous, puis je m'achète quelque chose, puis je paye avec ma carte de crédit. Puis il y a une jeune fille, d'après moi, elle a 18-19 ans, là, tu sais. Puis là, elle regarde mon nom, puis elle me dit Richard Trottier? Je dis oui. Elle dit l'aréna Richard Trottier? Là, je dis ouais. J'ai dit c'est moi. Puis vous êtes pas mort. Elle me répond ça. Là, je pars à rire. Je dis non, je suis encore bien vivant, tu sais. Puis là, bon. Mais non, c'est un bel honneur que la ville de Laval m'a fait. C'est du comté, ça? Êtes-vous de Fabreville? Oui, ben c'est ça. Ben c'est parce que il y a un petit peu de ça aussi. Moi, je suis né à Laval. Et puis j'ai grandi à Laval. Puis je suis arrivé à l'âge de 2 ans dans le quartier Fabreville. On a passé par ça s'appelait Labour-à-Plouf avant. Tu dois pas savoir si où. Labour-à-Plouf? Ouais, ça c'était c'était la ville de Labour-à-Plouf avant qu'il y ait la fusion de Laval. On dirait un nom fictif. Qui est Chemédé maintenant. Et puis, bon, 1 an là, 1 an à Sainte-Dorothée, puis à l'âge de 2 ans, ma famille, on a déménagé à Fabreville. Et puis c'est là que j'ai commencé à jouer au hockey. J'ai commencé à jouer au hockey à Tombe, et puis jusqu'à ce que je me rende au niveau de la Ligue nationale, j'ai arbitré dans cette arène-là, j'ai marqué, j'ai été entraîneur, j'ai été opérateur de Zamboni pendant 2 ans de temps.
Il n'y a rien que vous avez pas fait. C'est ça. Fait que c'était mon... Je dirais plus, c'était pas mon deuxième chez soi, c'était ma maison. Et puis, j'allais chez nous, 2 rues plus loin exactement. Et dormir. Puis, j'ai passé ma vie là. Et puis, après ça, j'ai été arbitre en chef de l'association d'hockey mineur de Fabreville. Donc, je m'occupais des arbitres. Vous avez été maire de la ville aussi, Non. Puis c'est ça. Puis après ça, j'ai été arbitre en chef pour Hockey Laval pendant 10 ans de temps. Puis avec mon ascension dans la Ligue nationale, je pense que j'ai des amis qui ont fait la démarche auprès de la ville pour renommer l'aréna d'Agenais, l'aréna Richard Trottier. Puis moi, à chaque fois, je parle avec des gens ou des arbitres, puis je leur dis, est-ce que t'arbitres, j'ai vu que t'arbitres à l'aréna d'Agenais demain ou la semaine prochaine. Là, ils sont là, l'aréna d'Agenais. Ben, je dis l'aréna Richard Trottier. Je dis jamais l'aréna Richard Trottier. C'est trop vaniteux. Moi, je dis toujours, j'ai grandi dans l'aréna d'Agenais et je continue à l'appeler l'aréna d'Agenais. Les gens me prennent toujours, hey, c'est pas l'aréna d'Agenais, c'est l'aréna Richard Trottier. Ben, moi, je l'appelle l'aréna d'Agenais. C'est drôle parce que ça serait drôle que tu demandes toujours aux gars juste s'ils ont arbitré à l'aréna Richard Trottier juste pour plugger que tu as une aréna à ton nom. Non, mais je dis pas, c'est ça, justement, je suis pas ce genre-là, je suis pas ce type-là, puis comme je te dis, les gens souvent me reprennent et disent, arrête de dire l'aréna d'Agenais, c'est l'aréna Richard Trottier. Non, oui, mais pour moi, j'ai grandi dans l'aréna d'Agenais, je continue à l'appeler. Les amis qui ont fait les démarches sont-ils les mêmes qui étaient venus au New Jersey? Oui, c'est les mêmes. Incroyable. Ben, certains d'entre eux, pas tout le monde. Mais lors de la cérémonie, ils étaient tous là. Wow. Impressionnant. Ouais. Écoute, ça fait déjà un certain temps qu'on parle. Merci Richard, merci d'avoir pris le temps. Ça me fait plaisir. Bonne chance, dans ton déménagement. Ah ouais, c'est ça, dans le déménagement. Bonne chance dans tes entrevues futures. T'es peut-être un des derniers podcasts qu'on fait dans ma chambre. Excellent. Merci Richard. Ça me fait plaisir. Merci, Monsieur Trottier. En effet, ça a bel et bien été un des derniers épisodes du podcast enregistré dans ma chambre, chez mes parents, où tout a commencé en 2016. Et pas parce que j'habitais chez mes parents, mais parce que l'endroit était libre. Donc, c'est là que ça avait commencé. Et peu de temps après l'enregistrement de l'épisode, la maison familiale a été vendue par mes parents après 35 ans. Alors, à go, on verse des larmes ici. Ouais! C'est une blague. Donc, merci encore à M. Trottier. Très intéressant. Et on suit nos Québécois qui montent dans le monde de l'arbitrage. Très hâte de voir nos vedettes montantes se rendre dans la Ligue nationale. Je vous rappelle que si vous aimez ce qu'on fait, allez faire un tour sur notre page Patreon, patreon.com/dreadsultape, sans, évidemment, apostrophe. Sinon, passez, s'il vous plaît, une excellente semaine. All right, bye-bye now. Take it easy, boys and girls.